Bonsoir à tous. Je vous propose d'être disruptif. Je vais en parler d'ambulance parce que depuis tout à l'heure, on a beaucoup parlé d'actes de soins d'urgence. Je suis le commandant donc Jean-Damien Noël de la Direction Générale de la Sécurité Civile. Je suis mis à disposition par le SDIS de la Gironde, donc vous l'avez compris, je joue à domicile. Moi, mon métier, c'est plutôt le véhicule. Je suis plutôt spécialisé dans le suivi de la normalisation et de la réglementation des véhicules. Et puis, mon métier, c'est également de suivre tous les aspects techniques qui concernent les véhicules des services de secours, les problématiques de balisage, signalisation, permis de conduire, homologation, carte grise. Voilà, ça c'est un panel qui occupe mes journées. Et donc je suis basé à Paris. J'interviens également pour les associations agréées de sécurité civile, donc puisqu'en fait on parle toujours des mêmes véhicules, ce sont des ambulances qui sont définies par le code de la route. D'habitude, le public qui est en face de moi, c'est un public de chefs de groupement technique et logistique à qui on fait la formation. On intervient un peu partout sur le territoire national dans les groupes techniques régionaux ou alors à la demande quand certains SDIS nous demandent de venir pour donner des informations ou des explications. Je vais aller d'ici peu de temps dans les Landes d'ailleurs, donc ça sera pas loin. J'ai souhaité vous parler aujourd'hui d'ambulance et vous proposer 4 diapositives pour rappeler les fondamentaux et des points importants sur la notion d'ambulance, le sujet des coûts, pour que tout le monde ait les idées en tête, la problématique des permis de conduire, la problématique des poids et des masses, parce que effectivement, on charge les ambulances, mais on a un vrai sujet sur les limites en matière de PTAC en 3,5 tonnes, et je voulais vous rappeler l'existence du permis de conduite qui permet d'aller jusqu'à 4,5 tonnes. Alors de quoi on parle aujourd'hui? D'abord le cadre réglementaire général, donc ça va aller rapidement, il y a juste simplement 4 diapositives. Simplement rappeler que quand on achète une ambulance, on achète un châssis et un équipement qui sont tous les deux soumis à une réglementation européenne extrêmement stricte. Et la partie équipement, elle répond à une norme européenne qui est la 1789. C'est la seule norme sur les véhicules des services de secours qui soit d'application obligatoire. Donc vous voyez que sur la partie châssis et sur la partie équipement, il y a zéro marge de manœuvre. On applique la réglementation et il n'y a pas de discussion. Ça a un avantage, on en a parlé tout à l'heure et je l'ai entendu, c'est qu'on est sur une notion d'interopérabilité et donc nos ambulances sont interopérables entre les rouges, les blancs et puis les associations, les services de transport privés. Alors, deuxième diaporama, c'est les coûts. Aujourd'hui, je vous renvoie sur une excellente étude qui a été faite par le SDIS 24 sur le coût des ambulances en moyenne. D'une manière générale, une ambulance fourgon, ça coûte 110 000 €. Une ambulance cellule, on est plutôt sur 130 000. Et quand on va upgrader ces ambulances avec un permis poids lourd, c'est-à-dire qu'on va basculer sur des châssis de plus de 3,5 tonnes, on rajoute à peu près 10 à 15 000 €. Donc vous voyez qu'on est quand même sur des sujets financiers qui ne peuvent pas être éludés aujourd'hui. Et on est sur des investissements qui sont relativement importants. J'ai un exemple dans le sud-ouest d'une ambulance qui est pour le service de secours qui a été récemment achetée sur une base poids lourd. On est plutôt sur du 165 000 €. Donc vous voyez, on a quand même des choix importants à faire parce que l'investissement initial, il n'est pas anodin. Je voulais vous parler en deuxième point du permis de conduire. Le permis de conduire, donc bien évidemment, on est sur un permis classique qui est un permis de catégorie B pour les moins de 3,5 tonnes. Je vous rappelle que le permis probatoire est interdit pour la conduite des ambulances. Donc pour ceux qui le souhaitent, je peux donner les références du code de la route. Rappelons également que la conduite d'une ambulance nécessite une autorisation préfectorale. C'est un vaste sujet qui date depuis fort longtemps. On s'est attelé au niveau de la direction générale à ce sujet. Il y a un certain nombre de SDIS qui avaient abandonné ce document depuis pas mal d'années, mais l'exigence réglementaire est toujours là. Et cette exigence réglementaire, elle est en cours de suppression. Nous avons poussé le dossier à la CNIS l'année dernière. Nous l'avons poussé au groupe interministériel de prévention et sécurité routière au mois de septembre. Et puis là, on pousse le dossier en décret Conseil d'État pour modifier le code de la route et supprimer cette fameuse attestation préfectorale qui est chronophage, qui fait couler beaucoup d'encre, qui fait l'objet de nombreuses questions. Et qui finalement n'apporte pas grand-chose. Mais juste sur le principe, elle est toujours en vigueur et on va la supprimer. Je pense qu'on aura le décret en Conseil d'État en tout début d'année. Rappelez également qu'on a la possibilité de conduire des châssis de 3,5 tonnes à 4,5 tonnes, donc c'est le fameux régime dérogatoire pour les services d'incendie et secours
qui ne concernent pas que les ambulances. D'accord ? On peut conduire des véhicules de première intervention, des véhicules de soutien sanitaire. Avec ce fameux permis dérogatoire, on a 2 conditions cumulatives. La première, c'est avoir une formation en interne dans l'établissement. Et puis également, un deuxième point, alors que certains, beaucoup ont tendance à oublier, le décret, il concerne les personnels sapeurs-pompiers. D'accord ? J'insiste là-dessus, les personnels qui n'ont pas un statut de sapeur-pompier professionnel ou volontaire ne peuvent pas conduire ces véhicules. Attention dans les ateliers au personnel administratif et technique, et attention parfois aux SDIS qui font des opérations de convoyage, parfois avec des retraités par exemple, qui vont donner un coup de main. Attention, ce permis dérogatoire ne concerne que les sapeurs-pompiers professionnels et volontaires. Et également les membres des associations de sécurité, des associations agréées de sécurité civile. Et puis, des points d'attention, 4e point sur les points d'attention sur le châssis, donc ce fameux châssis qui est un petit peu upgradé. Le premier point, d'abord, c'est que c'est un poids lourd qui doit être traité comme un poids lourd. Et il y a un sujet sur la ressemblance physique des véhicules, c'est-à-dire que potentiellement, on peut avoir une erreur de prise en compte, puisqu'en fait, aujourd'hui, un sapeur-pompier qui ne serait pas vigilant pourrait se retrouver au volant, alors qu'on est bien sur des poids lourds. Et donc, il faut bien avoir le permis poids lourd le permis dérogatoire pour pouvoir conduire le véhicule. Alors les chefs de groupement technique et logistique, ils sont bien briefés en général et ils font le nécessaire pour que ces véhicules soient facilement reconnaissables, tout au moins par un système d'étiquetage interne dans l'habitacle. Et puis deuxième point d'attention également, on a une obligation de maintenance comme pour les poids lourds, c'est-à-dire les obligations réglementaires qui concernent l'entretien de ces véhicules-là, donc qui sont au-delà du PTAC de 3,5 tonnes. Alors, voilà ce que je voulais vous dire sur la notion de permis de conduire et rappeler ces points qui ont parfois tendance à être oubliés. Le point suivant, ça concerne le nombre de personnes de place à bord. Alors, c'est pas très facile, mais c'est un coup à prendre. Là encore, les chefs de groupement technique et logistique sont en général habitués. La norme 1789 est un peu difficile à comprendre, notamment sur la lecture du fameux tableau sur le nombre de places assises. On entend par place assise donc le nombre de places qui sont inscrites sur la carte grise, et ça inclut le conducteur. D'accord ? Concernant un patient, alors je vais parler de personnes allongées, parce que j'ai entendu dans les débats on parlait de patients, de victimes. Bon, nous on est sur la partie technique, donc je vais parler de personnes allongées. Comme on a un carrossage en VASP ambulance, la notion de patient, de personnes allongées, doit être inclus dans le calcul des masses. Et puis un dernier point qui est important et qui est probablement l'un des points les plus importants de mon intervention aujourd'hui, c'est le calcul des masses qui doit être fait sur des bases réelles et non pas théoriques. Alors je vais en parler juste après. Ce qui est important quand on achète une ambulance, c'est d'abord de définir le besoin. Et on a parfois tendance à faire l'inverse, c'est-à-dire acheter des véhicules et ensuite regarder ce qu'on y met dedans. Alors un besoin qui s'exprime comment ? D'abord, on va mettre un conducteur. Alors le code de la route prévoit 75 kg, mais en fait, dans la réalité, on est toujours un peu plus. On a une personne allongée qui également, au titre du code de la route, prévoit 75 kg, mais on peut avoir plus. Le nombre de places assises, alors ce sont des secouristes, des accompagneurs, etc. Là encore, on est sur des personnes qui sont 75 kg, mais en fait, quand on rajoute, on est plutôt 80-90 kg. Et puis sur le véhicule de type C, comme on a l'habitude d'avoir dans les services d'incendie et secours, on va avoir une réserve de masse de 260 kg. Donc ça, c'est la masse qui vous est réservée par le carrossier quand votre ambulance elle sort de l'usine. Mais dans la réalité, parfois, votre inventaire il pèse plus que 260 kg. D'accord ? Et donc c'est sur ce point qu'il faut être particulièrement vigilant. Tout le matériel qui est embarqué dans les ambulances doit être pesé au kilo près. Et on doit ajouter tout ça. Alors, la particularité des ambulances, donc vous avez vu qu'ici, on définit avec tout ça la masse du besoin. Le besoin, c'est de ce qu'on va rajouter sur la partie châssis. Et le châssis, lui, depuis des années, il augmente. Pourquoi ? Parce qu'en matière de réglementation européenne, on a 2 sujets majeurs qui nous arrivent dessus depuis une quinzaine d'années. D'abord, l'augmentation. Alors, je vous rappelle, comme pour l'ensemble des véhicules, y compris vos véhicules personnels, l'objectif de l'Europe, c'est 0 mort sur les routes en 2050, c'est ce qu'on appelle la vision zéro. Et pour avoir 0 mort sur les routes en Europe en 2050, il faut éliminer le facteur de risque qui se trouve entre le volant et le siège. D'accord ? Et c'est pour cette raison qu'on a tous ces dispositifs de sécurité qui se cumulent au fur et à mesure des années sur les fameux dispositifs GSR.
Alors, le sujet pour nous, c'est qu'on a d'abord ces dispositifs de sécurité, et puis ensuite on a les dispositifs anti-pollution qui se rajoutent, et on se retrouve en fait dans une situation où, pour la partie châssis, l'emploi des équipements de sécurité et anti-pollution, il augmente. Donc vous voyez que d'un côté, on a un châssis qui augmente, une masse de châssis qui augmente, et de l'autre, une masse des besoins qui augmente. Et c'est une fois qu'on a fait cette somme des besoins et du châssis, qu'on peut savoir si finalement on part sur une politique d'achat de véhicules en 3,5 tonnes ou en plus des 3,5 tonnes, alors, voire au-delà des 4,5 tonnes pour ceux qui ont des besoins spécifiques, notamment des véhicules pédiatriques ou bariatriques. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci pour votre attention. Je suis à votre disposition au niveau national. N'hésitez pas pour toutes les questions qui sont relatives aux véhicules des services d'incendie et secours et aux aspects normatifs et réglementaires. Bonsoir à tous et bravo pour ceux qui sont restés dans la salle. Donc, je suis le capitaine Bro, chargé de prospective à l'École nationale. L'angle d'attaque va être légèrement différent puisqu'il va être moins technique et un peu plus prospectiviste. Et je suis très heureux, même si Jean-Damien n'a pas dit, que la DG et l'ENSOSP partagent une intervention commune. Donc, la prospective consiste à, comme vous le savez sans doute, mais je vais le rappeler, à essayer d'anticiper sur le futur. Alors ici, j'ai essayé de vous donner la raison pour laquelle on fait la prospective à l'ENSOSP, c'est qu'on a également un service innovation. D'ailleurs, je salue le représentant dans cette salle, qui s'appuie sur la prospective. Il s'agit de distinguer les deux. La prospective, en fait, c'est l'anticipation des grandes tendances qui permet justement de savoir comment on va s'adapter au futur. Et l'innovation, c'est le fait d'injecter des nouvelles technos dans la pédagogie pour prendre en compte les remarques ou plutôt les injects de la prospective. Alors ici, moi, ce que j'ai identifié 5 grands facteurs qui me paraissaient impacter la distribution des services de secours sur le territoire dans les années qui viennent. Tout d'abord, on va avoir un vieillissement de la population, un appauvrissement des classes moyennes, les seniors versus les seniors. Alors, c'est la France périphérique contre la France globalisée. Une montée en puissance des acteurs privés, notamment dans le domaine de la santé, et particulièrement des acteurs internationaux, ce qui pose des questions à la DG sur notamment les investissements à qui on achète les VSAV par exemple. Et enfin l'émergence de la génération Z qui est très ancrée dans le numérique. Alors tout ça peut vous paraître bien abstrait, mais en réalité ça a un impact très concret qui est que les gens vont être globalement de plus en plus isolés, que ce soit sur le territoire ou chez eux, donc une société qui est de plus en plus fragmentée. Et finalement le dernier maillon qui sera au contact de ces personnes, ça risque d'être nous. L'autre point important, c'est que généralement on présente les nouvelles technologies comme la solution ou la panacée pour endiguer ces fractures qui arrivent. Et donc c'est une question à se poser. Est-ce que vraiment les nouvelles technologies sont capables d'aller par-delà ces fossés? Donc je vais vous répondre en 25 minutes. Moi je plaisante, je fais 3 minutes et j'ai terminé. Donc, globalement, les interventions vont évoluer sur 3 domaines. Premièrement, elles vont de plus en plus numériser, donc avec RRF, donc la 4G, la 5G, des flux d'informations qui vont être de plus en plus instantanés, de plus en plus fiables, de plus en plus interopérables, donc quasiment la moitié, je crois plus de 50 S10 sont aujourd'hui dotés de Crimson, qui permet d'avoir une SITAC dématérialisée et de faire de l'interopérabilité. Et le gros point annoncé, c'est l'arrivée de Nexis, qui est la nouvelle plateforme pour le 1812, qui va permettre notamment de parler aux autres services, de géolocaliser et d'utiliser l'IA pour faire, on en a un peu parlé de la prédiction opérationnelle et de l'aide à la décision à celle de référence à la CODIS. Le premier point, c'est la numérisation des interventions sur ces populations. Le deuxième point, alors c'est toujours le premier point, pardon, avec les risques afférents. Donc j'ai anticipé 5 risques. Le premier, c'est le géopolitique, avec des attaques cyber. C'est un des sujets que dans les 10, on maîtrise encore pas très bien. On a subi quelques attaques et potentiellement, ça peut faire énormément de dégâts humains et politiques. Donc les nouvelles technologies, c'est pas que tout rose. Deuxième point, c'est un risque sur nous qui sommes les décideurs. Puisque tout ce que la machine fait, l'humain ne le fait plus. Mais vous vivez sans doute déjà sur les interventions.
Une syntaxe numérique, c'est peut-être demain quelqu'un qui sait plus faire une syntaxe à la main. Heu, je parle trop près du micro, excusez-moi. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Alors une syntaxe numérique, c'est peut-être demain quelqu'un qui maîtrise plus la syntaxe au Velleda. On a également un risque social puisque le numérique a tendance à isoler, comme je le disais précédemment. Donc la numérisation à outrance des services de secours, heu, encore, je pars encore. Là, ça va ou pas? Ouais, je suis désolé alors. Donc un risque, et maintenant je perds le micro, de, perdre le donc je reprends, le risque de perdre le lien, de plus être le décideur, pardon. Ensuite, on a un risque, de perte qui est sur le contact physique aux personnes, ce qui me paraît très important, puisqu'on a une médecine qui est devenue de plus en plus, mécaniste depuis, maintenant 3 siècles et de plus en plus éloignée du patient. Donc on a un vrai risque aussi avec le numérique de rajouter un écran entre nous et la victime ou le patient. Et enfin 2 derniers points, là sur le risque de surcharge cognitive qu'on a pu observer, notamment et nous on a travaillé à l'école sur, un projet européen qui s'appelle ResQR. Quand l'intervenant a trop d'informations et notamment d'informations d'origine numérique, il est plus en capacité de prendre une décision, adaptée. Et puis une régression, sur le plan cognitif, c'est ce que je disais, tout ce que la machine fait à votre place, vous ne le faites plus, donc votre cerveau ne travaille plus. La slide est légèrement décalée. Je voulais simplement dire que les interventions vont être de plus en plus robotisées, donc ça va être terrestre et aérien. Euh, Exosquelette également, matériel embarqué, les tablettes numériques et le pompier connecté augmenté, donc exemple rescueur avec un casque qui vous donne des informations sur l'intervention qui est en cours. Ici, c'est le programme Fellow que vous connaissez sans doute. Plusieurs milliards d'euros qui ont été injectés et au final, des gens qui se servaient pas ou très peu de félins sur intervention parce que c'était pas opérable. Tout ça pour dire que la mécanisation, la robotisation, la numérisation, ça peut être très bien, mais ça peut aussi être un danger. Donc, pour les pompiers, parce qu'aujourd'hui, c'est à la mode de développer le pompier connecté avec tout ce qui va mieux, il faudra se poser cette question. Et enfin, le gros point, c'est l'émergence de l'IA. Enfin, aujourd'hui, c'est à la mode. Donc, on a des programmes Predictops, Erudit, qui fait des CRSS à la voix, etc., qui sont en train d'être développés. Donc, l'IA va nous permettre d'être beaucoup plus optimal dans les CTA codistes, vous l'avez dit tout à l'heure. On va avoir une prédiction opérationnelle qui sera meilleure, mais en parallèle, un risque cyber, un gros risque sur l'usage de la data, un usage malveillant avec les acteurs privés qui peuvent émerger. Un risque de perte de prise de décision également, et enfin une régression cognitive toujours, là où on met de la techno en moins d'humain. On prend en compte tout ça à l'INSASP en développant la réalité augmentée, la réalité numérique et la réalité mixte sur nos formations, et on essaye systématiquement de mettre l'humain au centre de la formation. Notamment, on insiste sur l'importance des émotions, que ce soit sur le plan éthique ou cognitif. On se rend compte que c'est fondamental pour nous. Et donc, je conclurai en disant, voilà, il faut innover avec intelligence. Donc, je reprends une définition d'Aristote. L'homme est un animal social, donc c'est un animal de relation. On doit rester dans la relation. Le numérique ne doit pas être un écran entre nous et la personne. On a un animal rationnel, donc c'est à l'homme de rester décideur de ce qu'il fait. Et enfin, on a un animal, donc la vie avec nos émotions. Donc, c'est pour ça que je posais Descartes à Lévinas. Aujourd'hui, grosso modo, on est beaucoup héritier de Descartes, qui est une vision mécaniste de la nature. Peut-être qu'il faut revenir vers quelque chose de plus qualitatif, y compris nous dans nos rapports aux victimes. Voilà, je termine par une citation d'Aristote, puisque vous savez que la main, c'est le propre de l'homme. Là où on met du numérique, peut-être on met moins de main, donc on n'est pas obligé sans arrêt de mettre du numérique partout. J'ai terminé et je vous remercie.